En 1951, une loi votée par le gouvernement ouest-allemand autorisa le retour massif d'anciens fonctionnaires nazis à la fonction publique. Parmi eux, des milliers d'enseignants. Pendant des décennies, les manuels scolaires ont éludé tout un pan de l'histoire récente. Les programmes éducatifs ont donné la priorité à d'autres périodes, et lorsque la guerre est apparue, c'était sous un angle unique. Dans les salles de classe, le passé récent n'était pas évoqué, pas dans les maisons non plus. L'instruction non écrite était claire, ne demandez pas. À mesure que le pays se reconstruisait, une version sélective de sa mémoire se construisait également. Pourquoi cette omission a-t-elle persisté pendant près de 3 décennies? Qui a décidé ce qui pouvait être enseigné et ce qui devait être oublié? Et comment ce silence a-t-il impacté la génération qui a grandi sans le savoir? Les enfants du silence, la génération qui a grandi sans vérité. Le premier grand dilemme de l'après-guerre est né des ruines fumantes de Berlin. Comment enseigner aux enfants ce que même les adultes ne voulaient pas se rappeler? Alors que les procès de Nuremberg ont documenté avec précision l'horreur du nazisme dans les écoles allemandes, le mot d'ordre était le silence. La reconstruction du pays n'était pas seulement matérielle, elle tentait aussi de reconstruire l'histoire, mais cette histoire n'a pas été abordée de front, mais plutôt soigneusement évitée. Après 1945, le système éducatif devait former les nouvelles générations sans toucher aux années les plus sombres de son histoire récente. C'était une étape trop proche, trop douloureuse. De nombreux enseignants étaient membres du parti nazi. Et même s'ils savaient ce qui s'était passé, ils n'avaient pas les outils ni l'intérêt d'en parler. Des années plus tard, un rapport du ministère de la Justice révélera qu'en 1957, plus de 75% des hauts fonctionnaires du système judiciaire étaient toujours ceux qui avaient servi sous Hitler. Un phénomène similaire s'est produit dans les écoles. Des milliers d'enseignants qui avaient enseigné sous le régime nazi sont retournés à l'enseignement sans aucun contrôle ni filtre. Les manuels scolaires, publiés entre 1949 et 1970, présentent une tendance claire: éviter le passé. L'histoire s'est soit arrêtée en 1918, soit est passée directement au prétendu miracle économique des années 1950. Quand on parlait de guerre, on parlait toujours de la même chose: la souffrance du peuple allemand, les bombardements alliés, la faim, la division du pays. Ainsi, une histoire a été construite dans laquelle l'Allemagne était une victime et non une partie responsable. Ce n'était pas un accident. Les manuels publiés par des éditeurs tels que Schrödel ou Volk und Wissen dans les années 1950 et 1960 comportaient des chapitres entiers consacrés à la Première Guerre mondiale, mais ignoraient les années du nazisme. Hitler apparaissait rarement, et quand il le faisait, c'était simplement comme un autre dirigeant autoritaire, sans grand contexte. Des mots comme Holocauste ou camp de concentration étaient complètement absents. Cette omission faisait partie d'une stratégie politique. Le chancelier Konrad Adenauer a donné la priorité à la reconstruction du pays plutôt qu'à tout règlement de compte. En 1951, une loi d'amnistie fut votée permettant le retour massif d'anciens fonctionnaires nazis dans l'appareil d'État. Cela incluait également le système éducatif. Grâce à cette loi, plus de 150 000 personnes liées au régime ont pu retrouver leur poste. Dans le seul secteur de l'éducation, plus de 10 000 enseignants et directeurs d'école ont été réintégrés. Pendant ce temps, à la maison, la même chose se produisait. Les parents et les grands-parents évitaient de parler du passé. Ainsi, une sorte d'accord tacite s'est créé entre l'école et la famille, ne pas demander. Le résultat fut une génération qui a grandi sans vraiment savoir ce qui s'était passé. Ils savaient qu'il y avait une guerre, mais pas pourquoi. Ils connaissaient les villes que l'Allemagne avait perdues, mais pas les camps où des millions de personnes étaient mortes. Ils ont appris l'existence du plan Marshall, mais pas les lois qui ont façonné des millions de personnes en raison de leurs origines. Et cette omission n'était pas seulement académique, c'était aussi culturel. La télévision publique allemande a commencé à émettre en 1952 et, au cours de ses premières années, a systématiquement évité de parler du nazisme. La même chose s'est produite avec le cinéma. Les films de guerre les plus regardés des années 1950 présentaient les soldats allemands comme des héros pris dans une guerre absurde, mais ils n'abordaient jamais les véritables causes du conflit ni les crimes commis. Des films comme 8-15 et Le Docteur de Stalingrad ont renforcé l'image du bon Allemand, victime des décisions des autres.
Les nouvelles ne parlent pas non plus d'antisémitisme ni de déportation. Ils se sont concentrés sur la reconstruction, sur les traités internationaux, sur le progrès. Et cela a renforcé l'idée que le passé ne devait pas être touché. L'ensemble de l'appareil culturel, l'école, la télévision, le cinéma, semblait travailler à l'unisson pour construire l'image d'un pays endommagé et non coupable, l'Allemagne. Dans des États comme la Bavière et la Rhénanie du Nord-Westphalie, les programmes scolaires ont été soigneusement conçus pour éviter toute controverse. Un programme officiel approuvé en 1962 en Bavière ne comportait aucune mention obligatoire du nazisme. Je ne pourrais aborder ce sujet que si le professeur le jugeait pertinent et s'il y avait du temps à la fin du cours. Pendant près de 30 ans, les salles de classe allemandes étaient des espaces où l'on discutait de tout, sauf du passé récent. Et ce silence n'était pas dû à l'ignorance. C'était une décision. La phrase « ne demandez pas » n'était écrite sur aucun mur, mais tout le monde savait qu'elle était là. Le changement n'a pas commencé dans les écoles, mais dans les universités. À la fin des années 1960, une nouvelle génération de jeunes, les enfants de ceux qui avaient vécu la guerre, commença à exiger des explications. Ils voulaient savoir ce que leur pays avait fait, ce que leurs parents avaient refait. Le mouvement étudiant de 1968 a marqué un avant et un après. Les protestations ne se sont pas limitées aux universités. Elles se sont étendues aux médias, aux ministères et, petit à petit, aux salles de classe. À partir de 1969, plusieurs États ont commencé à revoir leurs programmes scolaires. Ce fut l'un des premiers à donner l'ordre d'inclure l'étude du nazisme dans les cours d'histoire. Ce n'était pas encore obligatoire, mais c'était le début d'une nouvelle étape. Des comités ont été formés pour réviser les livres et changer la façon d'enseigner. Les éditeurs ont commencé à recevoir des demandes différentes. Il ne suffisait plus de montrer les données. Il fallait maintenant expliquer ce qui s'était réellement passé entre 1933 et 1945. La pression sociale pour affronter le passé a forcé le système éducatif à changer. Vers la fin des années 1970, certains États ont commencé à inclure des sujets jusque-là absents dans leur programme scolaire, le fascisme, l'antisémitisme, les camps de concentration. Les éditeurs ont réagi et ont commencé à publier des manuels qui abordaient directement ces questions. Ce n'était pas un changement rapide ni uniforme. De nombreuses écoles ont continué à enseigner comme avant. De nombreux réalisateurs ont résisté. De nombreux livres anciens étaient encore en circulation. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le silence avait été rompu. En 1980, le mur du silence n'était pas encore complètement tombé, mais il montrait déjà des fissures visibles. Les écoles commençaient à cesser d'être des refuges de l'oubli et devenaient, très lentement, des espaces où le passé pouvait commencer à être nommé. Se réveiller du traumatisme quand l'Allemagne a affronté son passé. Les années 1980 ont marqué un tournant décisif dans la manière dont l'Allemagne abordait son histoire récente. Ce qui pendant des années n'était qu'une omission systématique est progressivement devenu une politique de confrontation avec le passé. Ce virage n'était pas improvisé. Elle répondait à un besoin de plus en plus évident. Une démocratie ne pouvait pas être soutenue par le silence. Le changement était complexe. En Allemagne, l'éducation est entre les mains de chaque État fédéral, ce qui signifie qu'il n'existe pas de programme unique. Pour coordonner les efforts, il fallait une entité capable d'aligner le contenu sans l'imposer directement. Cette tâche fut confiée à la Conférence permanente des ministres de l'Éducation, KMK, qui adopta en 1981 une décision sans précédent. L'étude de l'Holocauste serait obligatoire dans tous les établissements d'enseignement secondaire du pays. La résolution ne se limitait pas à l'intégration de dates ou d'événements. Il a exigé que la logique du système nazi, son antisémitisme, l'appareil juridique du régime et la responsabilité de la société civile soient enseignés. À partir de là, chaque État a dû adapter son programme pour inclure ces sujets de manière claire et structurée. Entre 1982 et 1985, la plupart des États fédéraux ont élaboré de nouveaux programmes scolaires. Le Bade-Wurtemberg, par exemple, a consacré un bloc entier à la montée du national-socialisme, à l'antisémitisme moderne et à l'exclusion progressive des Juifs. En Rhénanie du Nord-Westphalie, les écoles secondaires ont reçu de nouvelles directives avec des unités spécifiques sur les camps de concentration, les procès de Nuremberg et la dénazification.
Cette nouvelle approche a nécessité une refonte complète du matériel pédagogique. Les vieux manuels scolaires, qui mentionnaient à peine la persécution des Juifs, ont été remplacés par des livres comprenant des chapitres entiers sur l'Holocauste. Les éditeurs ont répondu à la nouvelle demande en ajoutant des photographies de camps, des cartes de déportation et des documents originaux. Entre 1983 et 1989, des éditeurs tels que Cornelsen, Klett et Westermann ont lancé des séries éducatives comprenant des ordres officiels du régime, des extraits des lois de Nuremberg et des textes juridiques du Troisième Reich adaptés à l'analyse en classe. L'objectif n'était plus de mémoriser des faits, mais de comprendre comment une société entière pouvait permettre, et dans de nombreux cas commettre, un génocide. L'objectif était de montrer que l'Holocauste n'était pas l'œuvre de quelques fanatiques, mais le résultat d'un système complet, légal et organisé. Enseigner cette structure est devenu une forme de prévention. Si vous compreniez comment cela se produisait, vous pouviez empêcher que cela ne se reproduise. Une avancée majeure a été l'institutionnalisation des visites scolaires dans les anciens camps de concentration. Au milieu des années 1980, plusieurs États ont commencé à organiser des sorties scolaires dans le cadre du programme officiel. En 1990, le gouvernement fédéral a approuvé un programme de financement permanent pour ces activités, garantissant que tous les élèves puissent visiter au moins un de ces sites au cours de leurs études secondaires. Ces visites n'étaient ni facultatives ni symboliques. Ils ont été structurés avec du matériel préalable, des guides spécialisés et des séances d'analyse ultérieures en classe. En 1995, plus de 300 000 étudiants par an participaient à ces visites organisées par les ministères régionaux de l'éducation. Des lieux comme Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen et Sachsenhausen ont été transformés en espaces éducatifs supervisés avec des programmes conçus par des historiens et des équipes pédagogiques. Ce nouveau modèle éducatif reposait sur une idée claire. La barbarie n'était pas un accident. Cela s'est produit dans un cadre juridique, avec des lois écrites, des décrets signés et des organismes officiels. Montrer aux élèves ces documents, les textes, les sceaux, les ordres, leur a permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une folie passagère, mais de décisions humaines, au sein de structures parfaitement reconnaissables. Pour renforcer cette approche, le système éducatif a choisi de travailler sur plusieurs matières simultanément. L'Holocauste n'a pas seulement été enseigné dans l'histoire, il est également apparu dans des cours de littérature où des œuvres censurées par les nazis étaient lues. En éthique et en religion, les conséquences de l'exclusion sociale et de la propagande ont été étudiées. En biologie, les théories raciales qui servaient de base à la persécution ont été démantelées. Ce modèle interdisciplinaire a été officiellement adopté par des États comme Berlin et le Schleswig-Holstein qui ont exigé des écoles qu'elles coordonnent le contenu entre les départements. En 1993, le KMK a renforcé cette stratégie avec une nouvelle résolution demandant que l'étude de l'Holocauste soit liée à l'éducation démocratique. Des concepts clés tels que la responsabilité individuelle, le courage civique et l'analyse critique du pouvoir ont été introduits. Les programmes comprenaient des unités sur la manière dont les citoyens ordinaires participaient au système ou ne s'y opposaient pas, soulignant que l'histoire n'est pas faite uniquement par les dirigeants, mais aussi par les décisions quotidiennes de millions de personnes. La réunification allemande en 1990 a posé un nouveau défi. L'Allemagne de l'Est avait sa propre approche du nazisme. Là, le récit était que le fascisme était une expression du capitalisme occidental et que la RDA, l'Allemagne communiste, avait été une victime et non une complice. Ce récit exonère en partie le citoyen ordinaire, le présentant comme des résistants et non comme des participants. L'unification des systèmes éducatifs des deux parties a nécessité un travail délicat. Il ne s'agissait pas seulement de changer les manuels. Les enseignants de l'Est ont dû être formés, le contenu adapté, le matériel révisé et les critères coordonnés. Entre 1991 et 1998, le ministère fédéral de l'Éducation a financé des dizaines de programmes d'harmonisation des programmes scolaires. Des manuels scolaires communs ont été produits, des cours de recyclage ont été offerts aux enseignants de l'Est et des directives fédérales ont été établies pour garantir une approche uniforme.
L'un des objectifs les plus importants de cette étape était d'éliminer l'idée selon laquelle le nazisme était un phénomène extérieur ou imposé. Il a été clairement démontré que son ascension bénéficiait d'un soutien populaire, que ses lois étaient approuvées par les parlements et que son idéologie était partagée par de larges secteurs de la société. Au cours des années 1990, le gouvernement fédéral et les États ont investi des millions de marks dans des programmes scolaires, la production de matériel, la formation des enseignants et des subventions pour les visites éducatives. Le budget de l'éducation spécifiquement alloué à la mémoire historique est passé de moins de 2 millions de marks en 1985 à plus de 45 millions en 1998, selon les chiffres du ministère fédéral de l'Éducation. L'école cesse d'être un lieu d'évasion et devient un lieu où l'histoire est confrontée directement. Les étudiants ont appris non seulement ce qui s'était passé, mais aussi comment cela s'était produit, qui l'avait permis et quels signes avaient été ignorés. C'était une façon de préparer les citoyens d'aujourd'hui à identifier les risques de l'autoritarisme, de la discrimination et du silence. Le changement ne concernait pas seulement le contenu. L'objectif de l'enseignement historique a également été modifié. Il ne s'agissait plus seulement de se souvenir, mais de comprendre, de connecter le passé et le présent, utiliser l'histoire comme outil pour évaluer les événements actuels. À la fin du XXe siècle, l'Allemagne avait complètement transformé la façon dont ses écoles parlaient du passé. Ce qui a commencé comme une imposition venue d'en haut, une mesure de l'État, est devenu une structure permanente au sein du système éducatif. Enseigner le nazisme et l'Holocauste n'était plus un sujet marginal ou inconfortable. C'était un élément essentiel de la formation démocratique. Les classes de l'horreur éduquées avec les cicatrices du Reich. Au début du XXIe siècle, l'Allemagne a consolidé un modèle éducatif unique, éduquer les nouvelles générations en les confrontant de manière structurée à l'épisode le plus sombre de son histoire. Le but n'était pas seulement de montrer ce qui s'était passé, mais de le faire avec la force nécessaire pour que personne ne puisse l'oublier. C'est ainsi qu'est né ce que certains experts ont appelé la pédagogie du choc, une façon d'enseigner qui n'évitait pas les détails bruts du passé, mais les présentait plutôt avec clarté, contexte et méthode. Dans les années 1990, de nombreux progrès avaient déjà été réalisés en matière d'inclusion du nazisme et de l'Holocauste dans les programmes scolaires, mais à partir de 2001, une nouvelle étape a été franchie. Cette année-là, la Conférence permanente des ministres de l'Éducation, KMK, adopta une nouvelle réglementation nationale. Tous les Länder allemands seraient tenus de garantir l'enseignement du national-socialisme dans l'enseignement secondaire. Ce n'était pas une recommandation, c'était une exigence. Le contenu a été réparti de manière spécifique. Le bloc central est enseigné entre la 9e et la 10e année, élèves entre 14 et 16 ans. Un minimum de 20 heures d'enseignement obligatoire a été établi pour étudier la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, le racisme du régime et ses conséquences. Cette charge de cours devait inclure des documents primaires, une analyse de documents, un examen juridique et l'utilisation de ressources visuelles sous la supervision de l'enseignant. Pour assurer sa mise en œuvre, chaque État a élaboré son propre programme détaillé. En Bavière, par exemple, le programme scolaire prévoit l'utilisation de textes juridiques du régime nazi, comme les lois de Nuremberg, ainsi que l'étude de décrets officiels et de propagande de l'époque. À Berlin, les étudiants doivent comprendre les étapes du processus d'exclusion et d'extermination depuis l'identification des Juifs jusqu'à la solution finale. L'un des piliers de cette nouvelle approche était l'incorporation systématique de matériaux qui ne reculent pas devant la dureté du contenu. Des documents authentiques du Troisième Reich, des déclarations officielles, des réglementations juridiques, des images historiques vérifiées et des textes adaptés des médias de propagande sont utilisés. De nombreux États autorisent même l'analyse ciblée d'extraits de Mein Kampf dans les cours avancés, non pas pour diffuser ses idées, mais pour démanteler ces mécanismes de manipulation idéologique. En littérature, le journal d'Anne Frank est devenu une lecture obligatoire dans de nombreuses écoles. Son étude ne se limite pas au contenu narratif. Elle analyse le contexte, les décrets qui ont affecté sa famille, les conditions de sa cachette et le système juridique qui a permis sa persécution.
Les étudiants travaillent également avec d'autres textes clés, tels que des déclarations de dirigeants nazis ou des manuels de formation militaire qui reflètent les valeurs du régime. En histoire, l'axe central est de comprendre comment le racisme s'est institutionnalisé. Les étudiants étudient les lois discriminatoires, comme celle de 1935, mais aussi les arrêtés d'expulsion, les recensements ethniques et les circulaires administratives qui montrent l'implication de l'ensemble de l'appareil d'État. Le cours examine également les itinéraires de transport vers les camps de concentration, les rapports d'exécution et les procès d'après-guerre. Entre 2002 et 2015, le gouvernement fédéral et les États ont investi dans la production de matériel scolaire numérique pour renforcer cet apprentissage. La Fondation pour la mémoire, la responsabilité et l'avenir, EVZ, et le Centre de topographie du terrorisme de Berlin ont développé des plateformes avec des bases de données, des chronologies interactives, des cartes de déportation et des archives numérisées auxquelles les étudiants peuvent accéder directement en classe. La numérisation a permis de nouvelles formes d'enseignement. Depuis 2015, de nombreuses écoles ont commencé à expérimenter des outils tels que des visites virtuelles de camps de concentration, des reconstitutions 3D et des ressources multimédia qui permettent d'explorer des documents officiels avec des explications contextuelles. Des institutions telles que le mémorial de Buchenwald et le mémorial de Ravensbrück proposent des visites numériques des casernes, des salles d'enregistrement et des archives, toutes intégrées à des questions guidées et à des activités par niveau d'éducation. Des jeux vidéo éducatifs basés sur l'histoire réelle ont également été développés. L'un des plus connus, Through the Darkest of Times, place le joueur dans le rôle d'un civil allemand résistant au régime nazi depuis 1933. Le jeu a été approuvé comme outil éducatif dans plusieurs régions, car il combine des décisions morales avec des faits historiques concrets, sans gamifier la souffrance ni banaliser la répression. En 2016, le ministère fédéral de l'Éducation, en collaboration avec la fondation EVZ, a lancé l'initiative Culture de la mémoire numérique pour apporter ce contenu aux étudiants à travers les formats qu'ils consomment quotidiennement. Dans ce cadre, des projets tels que Stolperweg ont vu le jour, une application qui guide l'utilisateur dans les rues de sa ville en lui indiquant les maisons des victimes du nazisme. L'application affiche les noms, les dates, les documents et les photographies et sert de base aux activités scolaires dans plusieurs régions. Un autre projet notable était Ich bin Sophie Scholl, un compte Instagram développé par S2OR et la fondation Weißrose. Le récit recrée les derniers mois de la vie de Sophie Scholl comme si elle-même documentait les événements sur les réseaux sociaux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un projet pédagogique officiel, de nombreuses écoles l'ont intégré comme ressource pédagogique lorsqu'elles abordent le thème de la résistance interne contre le nazisme. L'intégration technologique n'a cependant pas éliminé les visites physiques, bien au contraire. Les visites scolaires de sites historiques restent obligatoires dans la plupart des États. Les élèves du secondaire sont tenus de visiter au moins un camp de concentration ou un musée de l'Holocauste au cours de leurs études. Ces visites, organisées des semaines à l'avance, comprennent une préparation préalable en classe et une phase d'analyse ultérieure. En 2019, plus de 330 000 étudiants ont participé à des visites financées et organisées par des fonds publics. Les enseignants jouent un rôle clé dans l'orientation de ce processus. Depuis 2000, le gouvernement allemand a élargi ses programmes de formation des enseignants pour inclure des modules obligatoires sur la pédagogie de l'Holocauste. Ces cours enseignent non seulement quel contenu couvrir, mais aussi comment le couvrir. Comment préparer les étudiants avant de visionner des images difficiles, comment diriger une discussion après une visite à un mémorial, comment intégrer ce qu'ils ont appris aux objectifs civiques du programme éducatif. Chaque année, des centaines d'enseignants participent à des séminaires régionaux organisés par des organisations telles que le Centre fédéral pour l'éducation civique, Bundeszentral für politische Bildung, où ils reçoivent du matériel mis à jour, des stratégies pédagogiques et des lignes directrices pour évaluer la compréhension des élèves sur ces sujets. Ce modèle éducatif a eu un impact. Selon des enquêtes menées par l'Institut Allensbach, plus de 80% des jeunes Allemands âgés de 15 à 18 ans peuvent associer correctement le nom d'Auschwitz à un camp d'extermination.
Plus de 70% des personnes interrogées reconnaissent l'Holocauste comme un crime majeur du XXe siècle et une majorité significative déclare en avoir entendu parler à l'école à partir de documents officiels. Malgré ces progrès, le système éducatif a dû s'adapter en permanence pour éviter la surpopulation. Ces dernières années, un débat a eu lieu sur la manière de maintenir l'impact de l'apprentissage sans qu'il devienne une routine. Une préoccupation croissante est que l'exposition fréquente à des images de violence ou de mort peut finir par désensibiliser les étudiants. Pour cette raison, plusieurs États ont ajusté leurs directives pédagogiques pour réglementer certains contenus et renforcer l'analyse contextuelle avant et après leur présentation. Dans le Bade-Wurtemberg, par exemple, les nouveaux programmes scolaires incluent des directives pour les enseignants sur le moment et les classes où il est approprié de montrer des photos ou des vidéos de victimes. En Rhénanie du Nord-Westphalie, il est recommandé que tous les supports visuels sensibles soient accompagnés d'une explication claire de leur finalité pédagogique. En outre, des efforts ont été faits pour renforcer le lien entre les défis passés et actuels. Les écoles abordent des questions telles que la xénophobie contemporaine, l'antisémitisme sur les réseaux sociaux et le déni numérique, le tout dans une perspective historique du XXe siècle. Il s'agit de relier les connaissances à la réalité des élèves, de leur montrer que l'histoire n'est pas terminée et que ses conséquences se font encore sentir. Depuis le début du nouveau millénaire, la salle de classe allemande est devenue un espace où le passé n'est pas caché, mais analysé. Là où l'histoire n'est pas un livre fermé, mais un outil pour comprendre le présent. Ce que l'on appelait autrefois la pédagogie du choc ne se limite plus à l'impact émotionnel, mais fait partie d'un modèle éducatif basé sur les données, le contexte, l'analyse et la responsabilité. Plutôt que de se souvenir de l'horreur, l'objectif est de comprendre comment cela s'est produit, et à partir de là, former des citoyens capables d'identifier ces signaux, de résister à sa logique et d'éviter sa répétition. Culpabilité éternelle, grandir allemand au milieu des ruines morales. L'identité nationale allemande du XXIe siècle repose sur un fait incontournable, la responsabilité historique des crimes du nazisme. Contrairement à d'autres pays, l'Allemagne n'a pas fondé son récit sur des actes héroïques ou des mythes fondateurs, mais plutôt sur la reconnaissance explicite de ses erreurs. Et nulle part cette décision n'est plus évidente que dans le système éducatif. Depuis les années 2000, le pays a renforcé son cadre juridique pour garantir que la mémoire ne soit pas seulement un exercice académique, mais une composante active de la vie démocratique. L'élément clé de ce processus est l'article 130 du Code pénal allemand, qui punit d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison ceux qui approuvent, nient ou minimisent publiquement l'Holocauste lorsque cela porte atteinte à la paix publique. Cette norme, en vigueur depuis 1960 et élargie à plusieurs reprises depuis, a été modifiée en 2005 pour inclure explicitement les discours de haine dans les médias numériques et mise à jour à nouveau en 2022 pour couvrir le contenu partagé sur les réseaux sociaux ou les forums publics en ligne. La loi allemande interdit également toute manifestation symbolique liée au régime nazi. Cela inclut l'utilisation de croix gammées, de saluts hitlériens, d'uniformes du Troisième Reich ou de slogans liés au nationalisme radical. Ces restrictions s'appliquent aux espaces publics, à la télévision, au divertissement et au matériel scolaire. La seule exception autorisée est lorsque l'utilisation est à des fins éducatives, artistiques ou de recherche. Cette réglementation s'étend également aux jeux vidéo. Jusqu'en 2018, aucun jeu vidéo distribué en Allemagne n'était autorisé à contenir des symboles nazis, même dans des contextes historiques. À la suite d'un examen juridique cette année-là, son inclusion n'a été autorisée que si les développeurs démontraient que le contenu avait une fonction pédagogique, historique ou critique clairement définie. L'Office fédéral de classification des médias, USK, évalue chaque cas individuellement. Ce cadre réglementaire vise bien plus qu'à prévenir les provocations. Il protège la mémoire en tant que valeur collective. En pratique, cela signifie que toute tentative de nier, de minimiser ou de banaliser les crimes du nazisme est considérée comme une attaque directe contre les principes démocratiques. Dans les écoles, cette politique a des conséquences claires. Contrairement aux pays où l'histoire est enseignée avec une apparente neutralité, en Allemagne,
L'enseignement du passé récent est structuré de manière à clarifier ce qui s'est passé, comment cela s'est produit et pourquoi cela ne devrait pas se répéter. Le patriotisme devient un terrain délicat. Alors que dans d'autres pays européens, les symboles nationaux sont célébrés naturellement. En Allemagne, chaque expression de fierté nationale est marquée par l'histoire. Il n'y a pas de rituel scolaire tel que le serment d'allégeance, ni d'actes patriotiques officiels. L'hymne national est rarement chanté dans les établissements d'enseignement, sauf lors d'événements sportifs ou de cérémonies officielles. Et l'utilisation du drapeau dans des espaces non officiels génère souvent un malaise ou une suspicion d'affiliation politique radicale. Des études menées par l'Institut Allensbach et le Centre fédéral pour l'éducation civique, BPB, entre 2015 et 2022 montrent que moins de 30% des jeunes Allemands se disent fiers d'être Allemands. Seuls 22% pensent que le pays devrait davantage célébrer son histoire. Ces pourcentages, loin d'être perçus comme un problème, sont interprétés par les autorités éducatives comme le reflet du succès d'un modèle basé sur la pensée critique et non sur l'importance personnelle. Les écoles allemandes n'enseignent pas seulement des faits, elles mettent en œuvre des projets structurés pour que la connaissance devienne une responsabilité. L'un des programmes les plus établis est celui des pierres d'achoppement, ou Stolperstein, de petites pierres de bronze placées devant les maisons où vivaient les victimes du nazisme. Chaque pierre est gravée d'un nom, d'une date et du lieu de déportation ou de meurtre. Depuis sa création, plus de 90 000 pierres ont été posées en Allemagne et dans d'autres pays européens. Dans le cadre scolaire, ces projets sont précisément intégrés au programme scolaire. Les étudiants effectuent des recherches dans les archives municipales, consultent des documents historiques et rédigent des textes biographiques. Le processus est réglementé par les entités locales et nécessite l'approbation des autorités municipales et éducatives. Le projet est soutenu par un financement public et la participation directe des écoles secondaires qui documentent leurs recherches et collaborent à des événements de placement. Une autre activité courante dans de nombreuses régions est la simulation de processus législatifs. Dans certaines écoles, les élèves participent à des exercices qui recréent le débat qui a conduit à l'adoption des lois raciales de 1935. Chaque groupe représente une personnalité politique de l'époque et, à la fin, ils analysent comment un système juridique apparemment stable pourrait être utilisé pour établir progressivement l'exclusion et la violence. Au-delà de l'Holocauste, le système éducatif allemand comprend des modules sur l'évolution de l'antisémitisme, le droit international des droits de l'homme et le rôle d'organisations telles que l'ONU et le Tribunal pénal international de la Haye pour les Nations unies. Ces contenus nous permettent de relier le passé au cadre juridique du présent, montrant que l'histoire récente n'est pas une anomalie, mais un avertissement structurel. Le ministère fédéral de l'Éducation publie régulièrement des lignes directrices à l'intention des Länder, dans lesquelles il recommande de renforcer le lien entre l'histoire nationale et les valeurs constitutionnelles. L'enseignement de la loi fondamentale allemande, Grundgesetz, est promu dans le cadre du programme d'histoire et d'éthique, en mettant l'accent sur les articles liés à la dignité humaine, à l'égalité devant la loi et à la liberté d'expression. Cependant, le modèle a également suscité des débats. Certains critiquent le fait que cette éducation culpabilisante puisse conduire au rejet ou au désintérêt des nouvelles générations. En réponse, les autorités ont cherché à élargir leur champ d'action, en incluant également des histoires de résistance, d'aide et de solidarité au cours de la même période historique. Depuis 2015, plusieurs États ont intégré des modules optionnels qui permettent d'étudier des cas documentés de citoyens ayant protégé des personnes persécutées, participer à des réseaux d'aide ou refuser de coopérer avec le régime. Ces unités ne remplacent pas le cœur du programme, mais le complètent. L'idée est de montrer que, même dans des contextes extrêmes, il y a eu des décisions individuelles qui ont fait la différence. Dans le cadre de cet ajustement, des programmes ont été développés pour mieux intégrer les étudiants qui n'ont pas de liens familiaux avec l'histoire allemande. Dans de nombreuses villes, le corps étudiant est de plus en plus diversifié. Enfants d'immigrés venus de Turquie, de Syrie, d'Afghanistan ou de pays africains sans lien direct avec le passé nazi. Pour éviter que ces étudiants ne considèrent la mémoire comme quelque chose d'étranger, des projets comparatifs ont été créés qui relient l'Holocauste à d'autres violations des droits de l'homme documentées par les Nations Unies.
En 2019, l'État de Hambourg a approuvé un programme pilote dans lequel les étudiants ont analysé divers régimes autoritaires du XXe siècle, notamment la dictature de Pinochet, l'apartheid sud-africain et le génocide rwandais, dans le cadre de leur éducation civique. L'objectif n'est pas de diluer le caractère unique de l'Holocauste, mais plutôt de le placer dans un cadre permettant d'étudier les systèmes de répression et de responsabilité. Malgré ces efforts, certains partis politiques ont tenté de contester cette approche. L'extrême droite, en particulier, a promu des discours accusant le système éducatif d'inculquer une vision négative du pays. Cependant, les lois et les politiques publiques ont renforcé la protection des contenus historiques obligatoires. Toute tentative de les modifier va à l'encontre du consensus législatif et judiciaire qui protège l'éducation sur l'Holocauste en tant que pilier démocratique. Cette tactique comprend également un contrôle plus strict du respect de la législation dans les salles de classe. Depuis 2018, chaque État est tenu de signaler les incidents documentés de négationnisme nazi, de vandalisme de monuments commémoratifs ou de symbolisme nazi dans les écoles. Ces statistiques sont utilisées par le ministère fédéral pour adapter les campagnes de sensibilisation et distribuer des ressources supplémentaires aux zones où l'incidence est plus élevée. Parallèlement, des cellules de conseil juridique scolaire ont été créées pour aider les directeurs et les enseignants à savoir comment réagir aux violations de l'article 130 du Code pénal. Être allemand aujourd'hui, c'est connaître cette histoire, non pas pour la porter avec soi, mais pour comprendre ce qui est en jeu. L'école ne nous apprend pas à avoir honte, mais plutôt à nous souvenir avec précision, à analyser de manière responsable et à participer en toute connaissance de cause. Au lieu de fonder leur fierté nationale sur le passé, ils la fondent sur la capacité d'en tirer des leçons. La bataille pour se souvenir. Comment enseigner quand personne ne veut écouter? Au cours de la dernière décennie, le système éducatif allemand a été confronté à un défi inattendu. Maintenir l'enseignement du nazisme et de l'Holocauste comme élément structurel de l'éducation à la citoyenneté dans un contexte où les liens directs et l'urgence générationnelle n'existent plus. Il ne s'agit pas d'un rejet ouvert ou d'un effondrement institutionnel, mais plutôt d'une transformation lente, mais soutenue des conditions dans lesquelles la mémoire historique doit être transmise. Depuis 2010, plusieurs rapports internes du ministère fédéral de l'Éducation et des administrations des Länder mettent en garde contre la nécessité de revoir non seulement le contenu, qui reste obligatoire, mais aussi les cadres de mise en œuvre. Dans le nouveau paysage numérique, multiculturel et délocalisé, les structures établies entre 1980 et 2000 ont commencé à montrer des limites administratives. Il ne suffisait plus d'établir ce qui devait être enseigné. Il fallait veiller à la manière dont cela était appliqué et dont cela était suivi. L'un des premiers ajustements structurels a été la création d'un système national d'évaluation non centralisé qui permettrait au gouvernement des États de mesurer la mise en œuvre effective du contenu historique dans les écoles. Contrairement aux années précédentes, où chaque land concevait ses propres instruments, des critères minimaux ont été établis pour vérifier la conformité au programme. À partir de 2013, chaque État doit soumettre un rapport annuel au gouvernement fédéral détaillant le nombre d'heures consacrées à l'enseignement au cours de la période 1933-1945, le matériel utilisé et les institutions extérieures impliquées. Ce système d'évaluation a été renforcé en 2017 par l'introduction d'indicateurs qualitatifs standardisés, conçus en coopération avec l'Institut national d'évaluation de l'éducation, IQB. Il s'agit notamment du nombre d'écoles qui intègrent du contenu historique dans les activités parascolaires, de la proportion de formation continue des enseignants en histoire récente et de la fréquence à laquelle les manuels utilisés à chaque niveau sont mis à jour. Il ne s'agit pas seulement de vérifier que l'enseignement a lieu, mais aussi de s'assurer qu'il est dispensé selon des normes définies. Un autre changement important a été l'émergence de mécanismes d'audit pédagogique spécialisés dans les contenus historiques sensibles. À partir de 2018, plusieurs États ont commencé à mettre en œuvre des inspections thématiques qui examinent la manière dont l'Holocauste est enseigné, la manière dont les visites des mémoriaux sont planifiées et la manière dont les activités liées au national-socialisme sont documentées. Ces audits,
réalisés par des équipes mixtes d'éducateurs et de personnel administratif, permettent d'identifier les manquements, les axes d'amélioration ou les écarts par rapport au cadre réglementaire. Les instruments de coordination interétatique ont également changé. En 2020, la Conférence permanente des ministres de l'Éducation, KMK, a signé un nouvel accord de coopération visant à mettre à jour les programmes cadres d'histoire à tous les niveaux de l'enseignement secondaire, avec un calendrier échelonné qui établit des révisions obligatoires des programmes tous les 6 ans. Cela oblige les lenders à réévaluer le contenu, les objectifs, la bibliographie et les formats méthodologiques afin de garantir que l'enseignement ne reste pas ancré dans des modèles obsolètes. Parallèlement, on observe un changement significatif dans les types d'institutions impliquées dans la production et la validation de contenu. Alors que dans les décennies précédentes, les centres de documentation et de mémoire étaient les principaux collaborateurs externes, aujourd'hui, les universités techniques, les agences d'éducation aux médias et les départements de droit constitutionnel s'y sont joints. Cette expansion répond à un principe opérationnel. Enseigner l'Holocauste non seulement comme un fait historique, mais comme partie d'une réflexion institutionnelle sur le droit, le pouvoir et les normes démocratiques. Au niveau administratif, un autre élément clé a été la formalisation du rôle de supervision directe du gouvernement fédéral dans les projets de mémoire éducative à portée nationale. Par l'intermédiaire de la fondation EVZ, Mémoire, Responsabilité et Avenir, le gouvernement fédéral finance directement des programmes avec des conditions contractuelles spécifiques, conformité pédagogique, traçabilité des impacts et audit de performance. Entre 2015 et 2022, plus de 450 initiatives scolaires ont reçu un financement dans le cadre de ce programme, ce qui a nécessité de renforcer la responsabilisation et la planification stratégique au niveau scolaire. Depuis 2021, le modèle de coopération internationale en matière de mémoire éducative a également été renforcé, l'Allemagne agissant comme force de référence. Par sa représentation au sein de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, IAGERA, elle a promu l'adoption de cadres communs pour la conception de matériel scolaire en mettant l'accent sur l'exactitude historique et la pertinence pédagogique. En 2022, l'Allemagne a dirigé le groupe de travail pour la création du Guide pour l'enseignement de l'Holocauste dans un contexte européen, adopté par 18 pays membres comme référence de base. Dans le domaine numérique, on observe une évolution des plateformes centralisées. Alors que les outils individuels et locaux dominaient au cours de la décennie précédente, des plateformes nationales avec un soutien juridique ont été lancées depuis 2019. Le portail lemoschule.de, géré par le ministère de la Culture et des Médias, offre à toutes les écoles du pays un référentiel gratuit de contenu validé sur l'histoire contemporaine avec des modules conçus par niveau d'enseignement et supervisés par l'Institut Leibniz d'histoire allemande. Ce modèle s'accompagne de systèmes de suivi de l'utilisation pédagogique, grâce auxquels les écoles signalent combien de fois chaque module est consulté, combien d'étudiants le terminent et quelle évaluation finale ils reçoivent. Cette traçabilité permet à l'État de suivre en temps réel comment la mémoire circule dans le milieu scolaire. Un domaine qui suscite de plus en plus d'attention est la relation entre la mémoire institutionnelle et le multiculturalisme scolaire. Depuis 2016, plusieurs rapports du Conseil fédéral pour l'intégration culturelle ont souligné la nécessité d'adapter les supports pédagogiques sur l'Holocauste aux contextes éducatifs où plus de 50% des élèves n'ont pas de racines familiales en Europe. Il ne s'agit pas de relativiser les faits ni d'en modifier le contenu, mais plutôt de contextualiser le récit historique comme axe universel des droits de l'homme et de la responsabilité de l'État. En réponse, des supports multilingues ont été développés, ainsi que des comparaisons de programmes avec d'autres processus historiques d'exclusion et des supports visuels qui situent l'expérience nazie dans un cadre international de prévention des crimes d'État. Cette stratégie a été mise en œuvre dans des écoles de Berlin, Brême, Hambourg et Cologne, où les élèves sont majoritairement issus de l'immigration. En matière d'infrastructure, le gouvernement fédéral a commencé à évaluer l'état et la répartition géographique des monuments commémoratifs utilisés pour les visites scolaires. En 2023, un financement de 22 millions d'euros a été approuvé pour moderniser les centres d'éducation à la mémoire dans les régions à plus faible couverture, afin de garantir un accès équitable à tous les étudiants du pays.
Cet investissement améliore non seulement l'expérience des visiteurs, mais contribue également à maintenir les normes éducatives dans les zones rurales ou moins connectées. Enfin, un débat technique a commencé sur le changement générationnel au sein du corps enseignant, car une part importante des professeurs qui ont dirigé le modèle d'enseignement de l'Holocauste depuis les années 1980 prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie. Pour assurer la continuité de cette approche, le ministère de l'Éducation a financé des formations universitaires spécifiques en enseignement de la mémoire historique intégrées au programme de formation des enseignants. À partir de 2022, tous les programmes pédagogiques des universités publiques allemandes devront inclure au moins un module obligatoire sur l'enseignement de l'histoire allemande contemporaine. Le défi actuel n'est pas que les nouvelles générations rejettent le passé, mais plutôt que le système éducatif mette continuellement à jour ses mécanismes pour garantir que ce passé continue d'être compris, enseigné et connecté au présent. Dans cette nouvelle phase, la mémoire n'est plus soutenue par la proximité biographique, mais par la structure institutionnelle, le contrôle de l'État et l'engagement réglementaire. En complément des audits et des indicateurs, des programmes pilotes mesurant les perceptions émotionnelles des élèves face à l'Holocauste ont été développés depuis 2020. Ces études ne se contentent pas de demander ce dont les élèves se souviennent, mais aussi comment ils le traitent. L'un des projets les plus remarquables menés en Bavière a croisé les résultats d'apprentissage avec les réactions émotionnelles autodéclarées, permettant la détection des zones de saturation et l'ajustement du contenu. Ces données aident à équilibrer l'intensité du matériel sans diluer sa valeur éducative. La formation des nouveaux enseignants a également évolué pour répondre aux défis actuels. Les universités publiques allemandes ont intégré des modules spécifiques sur la mémoire historique numérique dans leur programme d'enseignement. Là, les étudiants apprennent à intégrer des outils tels que les plateformes Stolperwege ou Lemo, alliant technologie et rigueur historique. Une partie de la formation porte sur la manière de modérer les discussions sur les discours de haine, le déni des médias sociaux et l'antisémitisme dans les environnements numériques. Contrairement aux décennies précédentes, l'accent n'est pas seulement mis sur la transmission des connaissances, mais sur la préparation d'enseignants capables de maintenir la mémoire dans des classes diverses et connectées, où les liens avec le passé sont plus fragiles. Les futurs enseignants doivent démontrer qu'ils savent traduire l'histoire en expériences significatives sans la banaliser ni l'imposer. L'objectif est de former des médiateurs capables de maintenir vivant l'apprentissage historique, même lorsque la biographie personnelle ne l'encourage plus. L'Allemagne face au jugement du monde, mémoire ou exception. Au cœur du continent, l'Allemagne a adopté une position singulière, celle d'une nation qui a transformé son passé criminel en fondement pédagogique, normatif et civique. Contrairement à d'autres pays qui ont participé directement ou indirectement au crime nazi, l'Allemagne n'a pas tenté de diluer sa responsabilité, mais plutôt de l'institutionnaliser. Cette décision n'a été ni immédiate ni uniforme, mais une fois prise, elle a défini une trajectoire éducative qui contraste fortement avec celle de ses voisins. L'Allemagne est-elle un modèle ou une exception due à sa propre histoire? La comparaison la plus immédiate est celle avec l'Autriche. Bien qu'elle partageait la langue, la culture et une partie de l'appareil administratif du Troisième Reich, y compris son chef d'État, l'Autriche a développé un récit national centré sur la victimisation après 1945. Le récit dominant pendant des décennies était que le pays avait été annexé et forcé à entrer dans le régime nazi. Ce discours a évité l'autocritique et a retardé tout effort institutionnel sérieux pour faire face au passé. Ce n'est qu'en 1991, sous le chancelier Franz Vranitzky, que la corresponsabilité de l'Autriche dans les crimes de l'Holocauste a été officiellement reconnue. En matière d'éducation, l'Autriche a conservé une approche dispersée. Le ministère de l'Éducation a émis des recommandations générales sur l'Holocauste, mais n'a pas imposé de programme scolaire obligatoire et standardisé à l'échelle nationale. Chaque région gérait le contenu de manière autonome. Jusqu'aux années 2000, les manuels scolaires ne contenaient pratiquement aucun compte-rendu ni aucune analyse de la collaboration locale. Hitler a été dépeint comme un homme politique autrichien radicalisé, mais aucune discussion n'a été faite sur la participation massive des Autrichiens dans les SS, l'administration des camps ou les déportations. En France, le traitement du passé était tout aussi ambigu.
Pendant des décennies, le récit national s'est concentré sur la résistance héroïque contre l'occupation nazie, occultant le rôle du régime de Vichy et sa collaboration dans la persécution des Juifs. Bien que des personnalités comme Charles de Gaulle et l'État français lui-même aient promu la reconstruction républicaine, la responsabilité de l'État dans les déportations n'a été officiellement reconnue qu'en 1995, lorsque le président Jacques Chirac a rompu le silence institutionnel. Le système éducatif français a progressivement intégré la Shoah. La loi Ferry de 2002 l'a rendue obligatoire, mais a laissé aux enseignants une grande latitude quant à la manière de l'aborder. Les heures consacrées à l'étude de l'antisémitisme ou de l'appareil administratif du régime de Vichy ne sont pas réglementées. Dans la pratique, de nombreuses écoles se limitent à de brèves mentions de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du cours d'histoire générale. Des enquêtes récentes révèlent que moins de 3% des jeunes Français identifient correctement des communes comme Drancy ou Pithiviers. L'Italie, berceau du fascisme européen, a été encore plus lente à intégrer une analyse critique de son passé. Après la guerre, le récit officiel s'est construit sur deux piliers, la chute de Mussolini en 1943 et la résistance des partisans dans le Nord. Ces références ont permis d'exclure de la mémoire collective la période 1922 à 1943, durant laquelle des lois raciales ont été promulguées, des opposants ont été persécutés et une collaboration ouverte avec le Troisième Reich a eu lieu. Pendant des années, l'éducation italienne a inclus l'étude du nazisme sans approfondir le rôle de l'État italien dans la persécution des Juifs et des minorités. Ce n'est qu'avec la loi 211 de 2000 que la journée du souvenir a été instaurée chaque 27 janvier. Depuis lors, certaines régions ont intégré des visites scolaires dans des lieux de déportation tels que Fossoli ou la synagogue de Rome, mais il n'existe pas de plan national obligatoire pour assurer un enseignement systématique sur l'Holocauste. En Espagne, l'Holocauste est resté un sujet marginal pendant des décennies. Sous la dictature de Franco, le régime s'est aligné idéologiquement sur l'axe, a envoyé la division bleue sur le front de l'Est et a donné refuge aux collaborateurs nazis. La transition démocratique n'a pas intégré l'analyse du fascisme local ou de la participation espagnole dans le contexte européen de persécution. Ce n'est qu'en 2006 que l'Holocauste a été inclus dans les manuels scolaires officiels et même aujourd'hui son traitement reste superficiel. Il n'existe pas de législation rendant son enseignement obligatoire et aucune plateforme éducative équivalente à celle en vigueur en Allemagne n'a été développée. L'absence de lien direct avec le nazisme a été utilisée comme argument pour ne pas établir une politique de mémoire plus solide, ignorant les liens idéologiques, diplomatiques et administratifs qui existaient. En Europe de l'Est, la situation est plus complexe. La Pologne, territoire où s'est déroulée une grande partie de l'extermination nazie, a oscillé entre la reconnaissance du génocide juif et la réaffirmation de son identité nationale de victime. En 2018, le gouvernement polonais a adopté une loi criminalisant les allégations d'implication polonaise dans les crimes de l'Holocauste, suscitant une controverse internationale. Bien que l'Holocauste soit enseigné dans les écoles, l'accent est mis sur la souffrance des Polonais, laissant de côté les épisodes de collaboration locale ou d'antisémitisme. La Russie, pour sa part, a construit un récit national centré sur la Grande Guerre patriotique. La figure de l'Armée rouge comme libératrice éclipse toute analyse critique du pacte Molotov-Ribbentrop, des crimes du NKVD ou de la répression interne. L'enseignement de l'histoire est étroitement contrôlé par l'État et, depuis 2020, il est formellement interdit d'assimiler le communisme soviétique au nazisme. L'Holocauste est mentionné comme faisant partie des crimes nazis, mais il ne constitue pas un axe structurel du programme. D'autres pays européens présentent des approches fragmentées. Au Royaume-Uni, l'enseignement de l'Holocauste est obligatoire dans les écoles secondaires depuis 1991, mais il n'existe aucune loi nationale imposant la manière dont il doit être enseigné ou son degré de profondeur. De nombreux centres l'abordent à travers l'étude du cas d'Anne Frank, sans relier le contenu aux mécanismes administratifs du génocide. Il n'existe pas non plus de système d'évaluation centralisé ni d'indicateurs d'impact nationaux. Dans ce panorama européen, un autre cas significatif est celui de la Hongrie. Bien que signataire de traités internationaux sur la mémoire historique, le gouvernement hongrois a promu des réformes éducatives qui minimisent la collaboration locale dans l'Holocauste et mettent l'accent sur une vision nationaliste du passé.
En 2021, des organisations universitaires ont signalé que de nouveaux manuels scolaires avaient supprimé des références clés à la déportation des Juifs hongrois. Ce revers a été souligné par les organisations européennes comme un exemple inquiétant de manipulation des programmes scolaires à des fins idéologiques. Les Pays-Bas et la Belgique présentent un modèle plus ouvert, avec des contenus intégrés au programme officiel. Toutefois, la mise en œuvre réelle varie selon les régions. En Belgique, la division entre les communautés flamandes et francophones a généré des différences pédagogiques importantes. Aux Pays-Bas, bien que des visites scolaires à Westerbork ou à la maison d'Anne Frank soient organisées, il n'existe pas de plateforme nationale de ressources éducatives comparable à celle de l'Allemagne. L'une des différences les plus évidentes entre l'Allemagne et le reste de l'Europe réside dans la législation pénale. Alors qu'en Allemagne, nier l'Holocauste ou minimiser publiquement ces crimes est un crime dans de nombreux pays européens, de telles expressions ne sont punies que si elles incitent directement à la haine. La France, l'Autriche et la Belgique disposent de lois contre le négationnisme, mais leur application est plus limitée. Au Royaume-Uni, en Suède et aux Pays-Bas, le négationnisme n'est pas criminalisé, même s'il peut être poursuivi en tant que discours de haine. Un autre indicateur clé est le budget public alloué à la mémoire. L'Allemagne investit plus de 120 millions d'euros par an dans des programmes éducatifs, des mémoriaux, la formation des enseignants et la production de matériel. En France, ce chiffre tourne autour de 25 millions. En Espagne, en Pologne et en Hongrie, les investissements ne dépassent pas 5 millions et sont soumis à des coupes budgétaires ou à des conditions politiques. Au niveau international, l'Allemagne assume le rôle de force régulatrice. Non seulement il est activement impliqué dans l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, IHRA, mais il a également dirigé des projets multilatéraux pour le développement de lignes directrices pédagogiques, de méthodologies comparatives et de normes de qualité. Elle a exporté son modèle à travers des fondations, des accords bilatéraux et la coopération technique, s'imposant comme une référence institutionnelle. Cela ne signifie pas que le modèle allemand puisse être reproduit dans tous les pays. Sa particularité historique, sa structure fédérale et son cadre juridique rendent nombre de ces outils difficiles à transférer. Mais le principe qui le sous-tend, celui de construire une citoyenneté fondée sur la responsabilité historique, peut être adopté. La question n'est plus de savoir si chacun doit copier le cas allemand, mais s'il est prêt à examiner de manière critique son propre passé et à en faire un outil pédagogique. L'engagement de l'Allemagne en faveur de la mémoire se poursuit également à travers sa production culturelle et médiatique. Depuis 2005, le ministère de la Culture finance des films, des documentaires et des séries éducatives consacrées à l'Holocauste, dont beaucoup ont été distribués directement dans les écoles ou projetés lors de festivals éducatifs internationaux. Des œuvres telles que Das Radikal Böse ou Shoah sont utilisées en classe dans le cadre du programme scolaire. En outre, l'Allemagne promeut des plateformes telles que l'infrastructure européenne de recherche sur l'Holocauste, EHRI, qui rassemble des archives, des bases de données et des ressources pédagogiques de tout le continent. La mémoire n'est pas traitée comme un sujet de niche ou de spécialité, mais comme une partie de la culture publique. Des livres pour enfants, des campagnes sur les réseaux sociaux et des jeux vidéo basés sur des documentaires complètent le travail scolaire, renforçant ainsi le rôle de l'Allemagne en tant que modèle unique. La mémoire n'est pas seulement enseignée, elle est représentée, discutée et diffusée avec le soutien soutenu de l'État. L'Allemagne n'a pas choisi son histoire, mais il a choisi comment y faire face. Et dans ce choix, elle est devenue une exception consciente, non pas par privilège, mais par responsabilité.